Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le romancier que vous êtes s'inspire plus que jamais de la réalité pour défendre les fonds de terroir. Votre nouveau combat, qui est aussi celui de beaucoup d'entre nous, faire que l'école ait encore de beaux jours devant elle, vous le menez justement avec beaucoup de classe. Bonjour Christian Signol. Bonjour. Alors, je vous avais accueilli dans les clés d'une vie tout au début. Je crois que vous étiez le 47e invité. Maintenant, vous êtes le 1091e. Donc, le chemin a été long. Mais en même temps, ce chemin, vous avez continué à le faire avec des livres. Le nouveau, c'est l'École des Beaux Jours chez Albin Michel. Oui. On va en parler. Mais selon le principe des clés d'une vie, on va revenir sur votre parcours tout à fait tranquille aujourd'hui d'écrivain, je crois. Oui, oui, absolument. Avec des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 22 juillet 1981, au Festival de Brive. C'est votre première télé. Vous dédicacez Antonin, paysan de Causse, et les actualités s'intéressent à vous parce que la foule commence à s'agglutiner autour de votre stand. Oui, en 81, c'était une des premières foires à Brive du livre, hein, et il y avait déjà quand même pas mal d'écrivains célèbres, hein, et moi j'arrivais là parmi des grands écrivains, donc j'étais quand même un peu intimidé, mais j'ai vendu quand même cette année-là pas mal de livres, alors que c'était un début, quoi. Voilà, et surtout vous étiez le régional de l'étape, si on peut dire, puisque vous étiez juste à côté de Brive. Oui, et de ce qu'on appelait à l'époque l'école de Brive, qui en fait n'était pas une école, parce qu'il n'y avait pas du tout d'unité de style. Ouais. C'était un argument commercial qu'avaient trouvé les éditions Robert Laffont pour lancer un peu les écrivains de la Corrèze. Alors, il se trouve qu'effectivement, beaucoup de gens s'agglutinent autour de votre stand. Vous êtes beaucoup plus demandé que d'autres auteurs, et ça surprend les médias, parce que personne ne vous connaissait à l'époque, Christian Signol. Non, personne du tout. Mais ça s'est vérifié peu après et par la suite. Les libraires m'ont expliqué que, bon, il n'y avait pas beaucoup de presse, hein, pas beaucoup de télé. Les libraires m'ont expliqué que c'était Enfin, mon éditeur m'a expliqué que c'était les libraires qui me vendaient. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait un lectorat. Et ce lectorat-là, c'était le lectorat qui était d'origine rurale, enfin, qui vivait en milieu rural, ou alors qui était d'origine rurale, qui était parti dans les grandes métropoles, mais qui gardait de ce monde-là, de ce milieu-là, la nostalgie. Alors ce livre, qui était je crois le 3e livre, ça s'appelait Antonin, paysan du Causse. C'était l'histoire d'un paysan anonyme dans les Causses du Haut-Quercy que vous connaissez bien. Que je connais bien, d'ailleurs j'y ai une maison encore, voilà. Qui est la maison de mes arrière-grands-parents, qui étaient des gens très simples, c'était des chevriers, enfin ils avaient quelques chèvres, ils avaient un petit jardin, mais ils vivaient de rien du tout, d'ailleurs ils n'avaient même pas d'eau, ils étaient obligés d'aller chercher l'eau à 2 ou 3 kilomètres dans des cruches. Je me souviens, moi, même les avoir portés à l'âge de 10-11 ans, et c'était une vie extrêmement difficile. Oui, et en même temps une vie méconnue, puisque bon, les Causses du Haut-Quercy, c'est dans le Lot, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui le savent. Non, mais les gens connaissent peut-être quand même le Causse de Martel ou le Causse de Gramma, parce que c'est sur la grande route Brive-Méditerranée, en passant par Gramma, Rodez, et puis Millau et la Méditerranée. Donc les gens connaissent cet axe-là. Enfin, ils connaissaient du moins cet axe-là à l'époque. Alors, Christian Signol, je crois que vous avez grandi, c'est un village qui s'appelle 4 routes du Lot. Les 4 routes du Lot, oui. C'est un tout petit village. Tout petit, 400-500 habitants maximum, mais j'y ai été très, très, très heureux dans ce village-là. En fait, la commune des 4 routes a été renommée les 4 routes du Lot par décret du 6 novembre 95. Et elle est traversée, ce que je ne savais pas, par le 45e parallèle nord, ce qui fait qu'elle était à égale distance du pôle Nord et de l'équateur. Oui, mais ça ne m'étonne pas. C'est un lieu tout à fait remarquable, finalement. Mais peu de gens le savent, quoi. Moi non plus, je ne savais pas. D'ailleurs, il y a eu une polémique digne de Clochemerle, Don Camillo, quand les 2 communes ont fusionné et que ça s'est terminé devant le tribunal. Ça a été très... Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était fréquent à l'époque, mais ça l'est aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, les 4 routes s'est regroupé avec 2 autres communes limitrophes et ça s'est devenu le Vignon en Quercy. Oui, ça s'appelle même plus les 4 routes. Et la querelle a été la même qu'à l'époque, dans cette époque dont vous parlez, là. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas... Ils ne voulaient pas se regrouper avec ces communes-là. Ils préféraient d'autres communes plus près, avec lesquelles ils avaient davantage d'acquaintances, si vous voulez. Donc, le combat a été rude aussi, mais il n'y a que quelques années, hein, il y a 2 ans seulement. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est terminé devant le tribunal par une victoire. Exactement, oui. Alors on s'est aperçu qu'en fait c'était les municipalités qui en avaient décidé et que les populations n'avaient pas voté. Mais c'était dans la loi. Il n'y avait pas d'obligation pour les populations de voter pour donner leur acceptation.
Oui, sauf que... D'où le mécontentement des populations. C'est assez courant aujourd'hui que les municipalités décident et qu'il ne se passe rien derrière. Et effectivement, oui, ça arrive assez souvent. Mais là, vous avez participé à ce combat ou vous l'avez vécu? Pas du tout, parce que moi j'habite Brive. Ah ouais. J'ai quitté le village depuis quelques années, donc j'essaye de regarder ça avec un peu de recul. Alors, Antonin, dans les Causses, ce livre a été écrit près de 20 ans avant qu'un parc naturel régional soit créé. Oui. Vous avez été en avance sur votre temps, Christian Signol? Oui, c'est vrai. Alors, ce parc naturel, maintenant, c'est le parc naturel des Grands Causses, qui se situe justement sur le Causse de Gramat, entre Martel et Figeac, finalement, quoi. C'est-à-dire entre le Lot et l'Aveyron. Et c'est un site protégé où, me dit-on, aujourd'hui, il y a une meute de loups qui en a pris possession. Et il y a d'ailleurs eu quelques problèmes parce qu'il y a eu des moutons, parce que sur le Causse il y a des moutons, hein, donc beaucoup de moutons égorgés par les loups, et c'est récent, ça date simplement d'1 an. Et puis surtout, c'est un paysage d'exception qui a eu le privilège de ne pas changer, Christian Signol. Ah oui, alors là, rien n'a changé du tout. Hein. C'est-à-dire, c'est un paysage de pierrailles, c'est-à-dire de champs où émergent encore des pierres, beaucoup, et c'est difficilement cultivable. Et ces champs sont cernés par des murs de lauze. Les murs de lauze, ce sont des pierres. Les lauzes sont des pierres. C'était dans l'ancien temps les paysans qui ramassaient justement ces pierres pour épurer les champs et qui en faisaient des délimitations de parcelles, tout simplement. Et puis, je crois que vos souvenirs sont demeurés très présents, les souvenirs d'enfance, et ce qui vous a permis d'écrire des livres où on voit la lumière des collines, les parfums de la campagne, les mystères sauvages de la nature. C'est vraiment ancré en vous depuis toujours, Christian Signol. Oui, parce que j'ai grandi dans ce village-là, mais je grandissais dans une liberté absolue. Hein. C'est-à-dire que j'étais tous les jours dans les bois, dans les champs, dans les ruisseaux même, auprès des rivières. C'était d'une liberté absolue où j'ai vraiment été très, très, très heureux. En même temps, garder ses souvenirs, c'est un petit peu comme Pagnol avec les souvenirs de la Provence, c'est un privilège. Oui, c'est un privilège. Je vis encore avec ça aujourd'hui. Et ça m'est très précieux, surtout quand je viens dans les grandes métropoles diaboliques, oui, comme l'est devenu Paris aujourd'hui ou d'autres grandes villes. Et effectivement, comment on fait pour garder ces souvenirs en mémoire et pour les restituer après dans les livres? Ah mais c'est parce que j'ai une mémoire invincible, phénoménal. C'est-à-dire que tout ça, c'était tellement heureux, si vous voulez, que c'est inscrit en moi, au plus profond de moi. Et j'ai jamais pu l'oublier. D'ailleurs, je garde un souvenir extraordinaire, par exemple, de mon école primaire, où j'avais un instituteur extraordinaire qui, à 11 ans, me demandait ce que je voulais faire plus tard. Je lui ai répondu que je voulais devenir écrivain. J'avais 11 ans, on était au fin fond de la province, et il m'a répondu, eh bien, si tu le veux vraiment, tu le deviendras. Voilà. Alors, vous avez commencé par d'autres études, des études de droit, oui, qui vous ont conduit à un fonctionnariat que vous auriez pu conserver. Alors là, je n'ai gardé aucun souvenir, là, justement, heureux, hein, parce que c'était plutôt, comment dire, alimentaire. Hein, c'était un travail alimentaire, parce que mon seul souci, même à cette époque-là, c'était d'écrire. Et de devenir écrivain et de vivre de mes livres, de l'écriture. Vous étiez fonctionnaire à la mairie de Brive, oui, ce qui vous laissait du temps pour écrire. Faut pas dire ça. Je le dis quand même. Faut pas dire ça, mais c'est la vérité. Il m'arrivait même quelquefois d'écrire quelques pages dans mon bureau, bien fermé à clé et tout ça. Et je rentrais chez moi avec ce trésor dans les mains. Remarquez, Francis Cabrel, lui, tenait une boutique de chaussures, et entre les boîtes, il écrivait des chansons, voilà, et il mettait les papiers bien cachés. Alors, il se trouve que Les Cailloux Bleus, vous l'avez écrit comme ça à vos tout débuts. Oui, mais tout début. Je travaillais encore à la mairie de Brive, oui. Je l'ai écrit en 83 et c'est sorti en 84. Et ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que j'avais écrit des petits livres avant dont Antonin, mais qui n'avaient pas du tout marché. Tandis que là, avec Les Cailloux Bleus, je suis passé de rien du tout à 100 000 exemplaires en 3 mois. Ma vie a changé complètement à ce moment-là. Complètement. Et des livres dont personne ne voulait au départ. Et des livres dont personne ne voulait au départ, parce que pendant 10-12 ans, les manuscrits que j'ai envoyés aux éditeurs étaient refusés. Mais j'avais une telle passion de l'écriture que, de toute façon, chaque fois que je recevais un livre qui était refusé, je me remettais à écrire la nuit suivante, le jour même. Pour un autre livre ou... Pour un autre livre. Non, je reprenais le livre en question, et puis si je voyais que j'y arrivais pas, et que c'était pas concluant, je me lançais aussitôt dans une autre aventure, dans un autre sujet. Et puis la région est avec vous. Brive, on la connaît, mais je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Oh là là, la Gaillarde. À Brive la Gaillarde, on est tous gaillards.
On chante ces Je sais pas si étendards. vous connaissez, c'est Jocelyne Lafaille, qui est une auxiliaire de vie qui a enregistré cette chanson dans son salon il y a 2 ans. Elle a plus de 500 000 vues sur YouTube et depuis elle fait des chansons pour les anniversaires à Brive et dans la région. Oui, j'en ai entendu parler. Je l'ai entendu une fois ou deux, mais Voilà. pas davantage. Mais c'est sympathique. Voilà, mais en même temps, Brive-la-Gaillarde, c'est resté votre patrie. Oui, je vis encore à Brive, mais qui ne se situe quand même qu'à 20 minutes, une demi-heure de la maison du Cos que j'ai gardée, c'est ce qui est ma maison familiale de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, et où je vais finalement assez souvent, au moins 2-3 fois par semaine. Même pour écrire tranquillement. Oh, j'écris plutôt à Brive. Quand j'y vais là-bas, c'est plutôt pour me ressourcer, pour faire provision de parfums, de couleurs, de paysages. C'est plutôt pour me ressourcer que je vais à la campagne l'après-midi. Vous vous souvenez du jour où enfin vous avez trouvé un éditeur, Christian Signol? Oh oui, je m'en souviens. Je peux vous dire, c'était le 10 avril 1984, Oui. quand j'ai reçu un coup de téléphone de Jacques Pechemort, qui était directeur littéraire chez Robert Laffont, Oui. et qui m'a annoncé que Robert avait dit oui, il était d'accord pour publier ce livre, qui était Les Cailloux Bleus à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? Pour moi, ça a été extraordinaire, parce que je savais que c'était la clé de la délivrance, parce que chez Robert Laffont, à cette époque-là, il y avait Bernard Clavel, Oui. qui écrivait un peu, j'écris un peu comme lui sur ces milieux-là, si vous voulez. Il y avait d'autres écrivains de ce genre-là, et je savais qu'il vendait énormément de livres, et que à partir du moment où j'aurais franchi ce seuil-là, pour moi, c'était gagné. Donc ça a été un jour extraordinaire. Et il y a eu effectivement d'autres bons souvenirs. On en parle avec une autre date, le 24 juin 2011. A tout de suite sur Sud Radio avec Christian Signol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Signol. Ce nouveau roman, L'école des beaux jours, on va en parler tout à l'heure chez Albin Michel parce que c'est aussi un roman de plus et un succès de plus en perspective. Et le 24 juin 2011, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est le jour de votre prix de l'Académie française. Vous êtes récompensé pour une si belle école. Vous recevez le prix Civet, qui est destiné à un écrivain non domicilié à Paris, poète du terroir si possible. Oui, c'est vrai, oui, je me souviens. Mais ça m'a pas marqué énormément, bien que avec ce prix-là, il y a eu aussi le prix dans le sud de la France, là-bas. Et donc, je les ai reçus tous les deux en même temps, si vous voulez. Donc, j'ai pas su faire la différence, alors que effectivement, c'était quand même ce prix Civet de l'Académie française, quelque chose. Et je ne suis pas allé le chercher, et à mon grand regret d'aujourd'hui, c'est une attachée de presse de la maison Albin Michel qui allait le chercher pour moi, dont je la remercie a posteriori. Sous la coupole, pourquoi vous n'êtes pas allé sous la coupole? C'est quand même Je sais pas, ça m'a paru démesuré. Oui, mais enfin, Démentiel, démesuré, non, mais je veux dire... j'écris pas pour avoir des prix, quoi, finalement. Oui. Moi, j'écris parce que j'en ai besoin et parce que j'essaye de rendre les gens heureux, tout simplement. Mais les prix littéraires, j'ai appris à vivre sans ça et je m'en sors très bien, finalement. Mais enfin, ce prix Daniel Civet pour votre culture personnelle, Christian Signol, c'était un écrivain, un poète qui avait rencontré Edmond Rostand et qui a légué sa fortune à l'Académie française pour que ce prix existe. Alors finalement, ce roman, Une si belle école, là aussi c'était l'école, c'était une histoire d'une jeune femme de 20 ans qui se retrouvait maîtresse d'école à Ségalières. J'ai pas trouvé Ségalières sur la carte. Ça n'existe pas. Voilà. C'est dans le Ségala, c'est-à-dire la région qui se situe entre le Lot et le Cantal. Et ça n'existe pas. Non, ce qui existe, il y a deux noms, c'est une contraction de deux noms simplement, mais c'est dans la région du Ségala, d'où Voilà. Ségalien. Et là, elle va se heurter aux paysans locaux. On est quand même en 2011, c'est-à-dire que les problèmes d'éducation et les problèmes des maîtresses ou des professeurs n'existent pas comme aujourd'hui. Non, mais ce que j'ai voulu faire vraiment avec ce livre, Une si belle école, en 2011, donc, comme vous le dites, c'est une historique de la profession d'instituteur, finalement, parce que j'étais très marqué par mon instituteur et puis par l'école primaire en général, hein. Donc j'ai voulu faire l'historique, alors que le livre d'aujourd'hui, L'école des beaux jours, c'est l'école primaire contemporaine. Exactement. Voilà. Donc là, c'est autre chose. C'est une école qui est en voie de disparition déjà. Et pour ce livre, d'abord, il faut trouver l'idée. Il faut des archives.
Oui, mais bon, ça m'a été facile parce que nous parlons bien de l'école des beaux jours. Là. Non, Oui. non, on parle d'une si belle école. Ah oui, mais ça a été facile aussi parce que j'ai fait des recherches qui m'intéressaient beaucoup. Et puis j'avais aussi en même temps beaucoup d'amis qui étaient instituteurs à cette époque-là. Et donc j'ai réuni ça assez facilement et j'ai écrit ce livre avec beaucoup de facilité et de bonheur finalement. Et puis j'avais fait l'héroïne principale, c'était une femme, donc c'est plus facile pour les romanciers d'écrire sur les femmes que sur les hommes. Enfin, pour moi, c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas pour... C'était pas encore à la mode, il n'y avait pas autant de femmes dans les livres qu'aujourd'hui, il y a 10 ans. C'est bien possible. Voilà. C'est bien possible. Mais pour moi, je préfère finalement. Je connais bien la psychologie féminine pour avoir été, dans mon enfance, finalement, élevé par des femmes. C'est-à-dire ma mère, ma grand-mère, et puis des femmes qui venaient là, parce qu'elles étaient présentes, si vous voulez, dans les maisons, alors que les hommes étaient à l'extérieur, ils vivaient à l'extérieur, quoi. Et on parle aujourd'hui de la défense du patrimoine, notamment avec Stéphane Bern. Dans vos livres, finalement, il y a beaucoup de communes, de lieux, de monuments que vous sauvez moralement par les livres. Je l'espère. Je l'espère, mais j'en suis pas tout à fait persuadé. C'est-à-dire que c'est quand même un combat extrêmement difficile, notamment là, dans ce livre-là contemporain de l'école des beaux jours. Je l'ai écrit parce que je l'ai vécu presque directement par l'intermédiaire d'un ami qui était maire d'une petite commune et qui se battait depuis 10 ans pour garder son école vivante. Voilà. Et donc moi, chaque fois que je le voyais, c'était un ami très cher, hein, il me racontait son combat depuis 10 ans. C'était un combat extrêmement difficile. Et moi, chaque fois que je passais devant cette petite école, au moment de la récréation, là, je m'arrêtais pour voir courir, crier, jouer les enfants et tout ça. Et puis alors, il y a 3 ans, du jour au lendemain, je passe exprès au moment de la récréation, plus rien, plus personne. C'est-à-dire le silence et la désolation. Le cœur du village avait cessé de battre. On va en reparler tout à l'heure justement, mais moi ce qui m'étonne, c'est que aujourd'hui tout le monde se bat pour les monuments. Vous avez été un pionnier dans vos livres avec la défense de votre région, des monuments. À l'époque, il y a 10-15 ans, on n'en parlait pas autant, Christian Signol. C'est vrai, mais ça fait partie vraiment intégrante de ce que je suis finalement. Je défends ce monde-là parce que c'est un monde que j'ai beaucoup aimé, qui m'a rendu très très heureux. Et je le défends naturellement, je dirais. C'est-à-dire, je ne vais pas me forcer pour ça, quoi. Je connais les gens, je connais les lieux, je sais ce qui les fait rêver, ce qui leur déplaît, leurs difficultés. Et de même que sur l'aspect physique de la région, si vous voulez, quand j'écris, ça me revient tout à fait naturellement. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour ça. Oui, et en même temps, vous évoquez des livres qu'une majorité silencieuse apprécie, puisque les gens sont comme vous, parfois regrettent ces monuments, même si d'autres décident de les supprimer. Peut-être, mais est-ce bien certain? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que les gens qui vivent aujourd'hui dans les grandes métropoles regrettent ce genre de disparition, ou alors uniquement quand ils reviennent en vacances 15 jours par an, 3 semaines par an, mais ça me paraît pas d'une évidence extrême, ça. J'ai pas l'impression. Je pense que si. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent retourner à ces racines. J'espère que vous avez raison, mais je n'en suis pas tout à fait persuadé, parce que s'ils sont partis ou s'ils partent, c'est pas par raison ou par réflexion, c'est pour trouver du travail tout simplement. Hein. C'est parce que malheureusement, ce ne sont pas la raison ou les idées qui gouvernent le monde, ce sont les lois économiques que plus personne d'ailleurs ne maîtrise aujourd'hui. D'où le fait qu'ils sont obligés de partir. Hein. Et dans votre région, dans votre village, beaucoup de gens sont partis depuis vos jeunes années? Tous les commerces de l'époque sont aujourd'hui en vente. Tous? C'est-à-dire tous. Toutes les maisons, il y a à vendre, des panneaux à vendre. Les gens sont partis, non pas par plaisir, mais par nécessité. Ils sont partis pour trouver du travail ailleurs. D'ailleurs, tous mes amis, les amis que j'avais au lycée ou en faculté, vivent aujourd'hui tous dans des grandes villes. Moi, je suis le seul à être resté là-bas parce que je n'ai pas pu partir, si vous voulez. Mais ça a été difficile, il a fallu que je me construise une occupation et un travail et dans des conditions très difficiles au début, on les a évoquées précédemment. Oui, en même temps, aujourd'hui, vous êtes chez vous pour écrire tranquillement vos livres, un livre par an. Ah oui, mais je mesure cette chance tous les jours, tous les matins en me levant.
Alors, il y a aussi, bon, vous n'aimez pas les prix, vous en avez vu un certain nombre. Il y a le prix de la Corne d'Or à Brive. Le prix Eugène Leroy. On a un peu oublié qui est Eugène Leroy. C'est l'auteur de Jacques le Croquant, qui a été un best-seller. Oui, Jacques le Croquant, dont je ne sais plus qui a fait un feuilleton en 1969 et 1970. Avec Éric Damin, voilà. Avec Éric Damin, et c'était pas Lorenzi, mais c'était notre metteur en scène, mais c'était très très bien fait. Hein. C'était en Périgord, c'était très beau. Voilà, et ça, effectivement, c'est un immense succès. C'est-à-dire que le public est beaucoup plus heureux de voir ces images que certaines... Vous croyez? Oui, c'est un immense succès. Un immense succès, mais à l'époque. Oui. Les choses ont bien changé aujourd'hui, non? Peut-être. Oui, mais ce feuilleton repasse régulièrement sur des chaînes, et il marche encore. Et puis, il y a eu aussi le prix Paul Féval pour les messieurs de Grandval. On a oublié qui est Paul Féval aujourd'hui. C'était un écrivain du 19e siècle. Oui. Et il y a un film très célèbre qui est tiré d'un de ses romans. Rends-toi, Bossu, tu es perdu! Le Bossu est mort! Le Bossu avec Jean Marais et Bourvil, c'est Paul Féval. Ah oui, d'accord. Oui. Et c'est un roman de KPDP où Jean Marais mettait, je crois, 4 heures à se faire maquiller tous les matins pour ce film. Si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. Et je crois qu'il a été tourné en Corrèze, dans le petit village de Collonges, il me semble. Du moins quelques séquences. Et il y a eu aussi, dans tout ce que vous avez fait, il y a eu un livre qui a marqué le public, c'est Les Vignes de Sainte-Colombe. Oui. Parce que c'était mon premier livre chez Albin Michel en 1996. Oui. Et la force de frappe d'Albin Michel est colossale du point de vue commercial. Et donc, ayant quitté Robert Laffont, non pas par plaisir, mais parce qu'il avait été démis de ses fonctions, ayant perdu la majorité chez lui, c'est à ce moment-là que je suis passé chez Albin Michel grâce à son épouse Isabelle Laffont, qui m'a amené chez le directeur général qui s'appelait Richard Ducousset d'Albin Michel. Donc, j'ai bénéficié à ce moment-là de la force de frappe des éditions Albin Michel qui, du point de vue littéraire, mais aussi commercial, c'est une maison très très performante. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, vous auriez pu être un écrivain régional et vous êtes devenu national. Vous mesurez votre privilège, Christian Signol ? National et international, parce que ces livres sont traduits en 15 langues. Exactement. Alors qu'effectivement, quand on me taxe d'écrivain régional, je réponds oui, mais il s'agit d'une grande région. Parce que vous savez, c'est quand même 15 pays étrangers. Voilà, et il y a eu d'autres choses justement qui se sont passées dans vos livres. Il y a une date importante aussi, c'est le 4 octobre 2017. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Christian Signol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Signol. Nous parlerons tout à l'heure de l'École des Beaux Jours, votre nouveau roman chez Albin Michel, votre roman annuel. Mais le 4 octobre 2017 est sorti un livre qui a été un événement aussi, parce que ce livre est en avance sur son temps. Ça s'appelait La vie en son royaume. Et bien avant tout le monde, vous évoquez ce dont on parle aujourd'hui, les déserts médicaux. Les déserts médicaux, qui se sont encore beaucoup aggravé aujourd'hui. Hein. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, moi, à Brive, quand mon médecin est décédé, j'ai mis 1 an avant de retrouver un médecin. Et encore, c'est une ville de 60 000 habitants. Ce qui veut dire que dans les campagnes de Corrèze ou du Périgord, c'est encore plus difficile. Et il n'y en a plus. Ils veulent plus venir dans les régions. Il y en a à Paris, il y en a dans les grandes villes, mais dans les villages, ils veulent plus parce que c'est trop astreignant, le métier. Il y a pas de repos, il y a pas de samedi, il y a pas le dimanche. C'est quand même pas les médecins d'il y a 50 ans, mais quand même le travail dans les villages, ils sont corvéables à merci, quoi. Et c'est la vérité. Voilà pourquoi ils veulent pas y aller. Et vous avez écrit ce livre bien avant que l'actualité s'empare du sujet. Oui, mais je l'ai écrit parce que j'ai un fils qui est médecin. Oui. Et qui a fait des remplacements avant de travailler à l'hôpital CHU de Limoges et à côté à Saint-Thirier. Et il a fait des remplacements à la campagne. C'est lui qui m'a expliqué ce qui se passait et que la difficulté justement de répondre à la demande des patients à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, alors qu'il faisait simplement des remplacements. Mais en plus, un médecin titulaire, c'était encore plus prenant, encore plus astreignant, quoi. Et il a compris très vite, mais tout ça vient du quorum minimum indispensable au concours de médecins, n'est-ce pas, hein. S'il avait été relevé beaucoup plus tôt, le problème ne se poserait pas aujourd'hui, hein. Mais alors on se demande pourquoi ce quorum était si faible finalement. Comment on appelle ça? C'est un nom, je me souviens plus exactement. Mais c'est parce que je pense que les gens des ministères ont pensé que moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de dépenses de sécurité sociale. Voilà. C'est peut-être le raisonnement qu'ils ont fait et qui est un raisonnement catastrophique à l'arrivée.
Et aujourd'hui, on constate, puisque vous avez écrit ce livre il y a 5 ans, et que vous n'imaginiez pas que 5 ans plus tard, on en parlerait autant dans l'actualité. Non, j'imaginais pas à ce point-là, en tout cas. Parce que là, on vous en parle aujourd'hui, on vous dit c'est de pire en pire. Ah oui, on me dit que c'est surtout dans les villages, hein, encore dans les villes, encore on arrive à débrouiller, mais dans les villages près de Brive, il y en a plus, hein. Et le village où je suis né, il y en a encore un qui est en activité, mais il a 66 ans. Et il arrête l'année prochaine. Et les gens, ma sœur qui vit dans ce village-là, se pose la question en se disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Et dans ce roman, La vie en son royaume, le jeune docteur Vialanex, lui se retrouve dans un village et il va découvrir l'horreur de travailler jour et nuit. C'est ça. C'est ça, c'est la vie que menaient les médecins des années 50-60 où ils devaient être disponibles effectivement jour et nuit. Et pour écrire ce livre, je crois que vous avez mené une enquête de 2 ans auprès de vieux praticiens. Exactement, parce que j'en connaissais quand même 2 ou 3 qui avaient arrêté. Et puis surtout mon fils m'a été d'une grande utilité à ce moment-là, notamment pour les cas médicaux qu'il rencontrait dans les villages quand il faisait des remplacements. Grave, le plus souvent, et il était complètement démuni parce qu'il ne savait pas trop quoi faire ni comment réagir. Parce que devant un infarctus ou un AVC, en arrivant pendant la nuit dans un village perdu, que faire, comment faire? On ne peut pas appeler le SAMU, ça c'est clair. Et on ne peut pas appeler le SAMU, d'abord ils ne savent pas où ça se trouve, il n'y avait peut-être pas le GPS encore à l'époque, et puis surtout... il y a urgence, quoi. Oui, et dans ces cas-là, pour un jeune médecin, c'est vraiment terrible. Hein. Et quand ce livre est sorti, on a apprécié votre roman qui a été un succès, Christian Signol, mais on n'a peut-être pas mesuré la dimension du drame qui se jouait. Non, pas encore, je crois pas. Enfin, c'était le début quand même. Les gens commençaient à se poser des questions, mais la situation, effectivement, n'était pas aussi dramatique qu'elle est aujourd'hui. Et le médecin, et vous l'évoquez, doit être quelqu'un d'une profonde humanité. Ah oui, mais c'est le cas. Moi, c'était aussi le cas de mon fils, parce que j'ai vu ensuite des gens qui l'avaient soigné, et ça me fait très plaisir quand je les revois, ces gens dans les fêtes du livre, qui ont eu affaire à mon fils, qui me parlent de mon fils en me disant que c'était un homme d'une grande humanité et d'une chaleur extraordinaire. Ça me fait vraiment plaisir. Et dans ce livre, La vie en son royaume, qui a été un gros succès, le médecin avait 50 ans, il en faisait facilement 10 de plus. Oui, parce que tout ça, toujours à cause de la même difficulté du métier, quoi. Alors, vous imaginez aussi une maison de santé improvisée, et c'est une fiction qui est en train de devenir réalité, qu'à 5 ans après, Christian Signol. Oui, c'est en train de devenir une réalité, mais pas assez rapidement. Et ça pose des problèmes aussi, parce que dans les villages, les gens ne sont pas tout à fait préparés à venir vers ces maisons-là et puis c'est pas encore très très répandu, contrairement à ce qu'on entend. Hein. Moi, dans les 2-3 villages que je fréquente, là-bas, elle n'existe pas encore. Hein. Il n'y a pas, non, pas encore. Hein. Tout est à faire, je crois. Hein. Oui, mais dans ce livre, finalement, vos premières maisons de santé improvisées, c'était de la fiction qui a du mal à devenir réalité. Oui, c'est ça. Ça a beaucoup de mal à devenir réalité. Le problème demeure entier, à mon avis, pour le moment. Le sommet, et vous le racontez dans ce livre, et c'est aussi d'actualité, c'est pour ça que j'en parle, ce sont les plateformes où on appelle et pendant 10 minutes, on a une musique qui est toujours la même et personne ne répond. Et personne ne répond. Mais la musique, il n'y a pas que les plateformes médicales. Hein. Oui. Il y a aussi les administrations, tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Maintenant, on a la musique. En téléphone, on a la musique systématiquement. Et donc, s'il y a urgence, c'est problème. Et les plateformes, vous les avez testées, fréquentées pour... pas fréquemment. Pour le livre? Ah, à ce moment-là, non. Non, ça m'est pas... C'est lui qui m'a expliqué en quoi ça consistait, si vous voulez, mais non, j'ai pas testé, moi, à ce moment-là. Et il y a une jeune femme qui est anonyme, qui s'appelle une lectrice indépendante, qui a publié un livre qui s'appelle Cabinet médical Bonjour, où elle raconte son quotidien de secrétaire médicale avec ses appels téléphoniques avec des gens qui font calmer. Affolés. Oui. Et qui cherchent du secours très vite, très rapidement. Et puis on répond maintenant, ben non, le médecin n'est pas disponible, appelez le SAMU. Voilà. Finalement, ce livre, à l'époque, on l'a qualifié de roman coup de poing. Oui, ça a été ça. Ça a vraiment été le reflet d'une situation dramatique, mais je l'ai écrit pour ça. Hein. Oui. Vraiment, volontairement, j'ai fait exprès d'écrire ce livre pour qu'il ait le retentissement le plus important possible.
Et c'est vrai que j'y suis parvenu, ce qui m'a fait plaisir quand même. C'est-à-dire que vous avez alerté les pouvoirs publics qui vous ont écouté exceptionnellement? Non, pas vraiment. Non. On peut pas dire ça. Je peux pas dire ça. Ils s'en sont vraiment. fichus. Mais les lecteurs, eux, Oui. ont adhéré. Est-ce Oui, que j'ai reçu beaucoup de lettres, oui, suite à la sortie de ce roman. Oui. Alors, le Limousin, ça vous est cher, mais ce que vous racontez dans le Limousin est valable dans toutes les régions. Enfin, mais absolument. Moi, le village où je suis, c'est pas le Limousin, c'est le Quercy. Oui. Ma famille paternelle, c'est le Périgord. Mais les problèmes sont exactement les mêmes. Hein. C'est-à-dire que le milieu rural, c'est le milieu rural. Hein. Il n'a pas changé, il a toujours été le même. C'est d'ailleurs aussi ce qui explique un peu le succès de mes livres dans les pays étrangers, c'est que un milieu rural dans les pays étrangers, la vie était la même qu'en France, hein, tout simplement. Hein. Il n'y avait pas dans les années 40, 50, même 60, la vie rurale en Allemagne ou au Portugal ou en Espagne, c'était la même qu'en France, exactement. Vous n'avez pas l'impression, Christian Signol, d'être le dernier des Mohicans de la vie rurale? Le dernier des dinosaures, Oui. je dirais. Non, le dernier des Mohicans, je sais pas, parce que quand même des lanceurs d'alerte quand même dans ces régions-là, hein, autre que moi quand même, heureusement. Mais c'est vrai que le discours que je tiens peut paraître un peu marginal et dépassé, ce qui est pas quand même tout à fait le cas, si j'en crois tout le courrier que je reçois. Aujourd'hui encore. Oui, aujourd'hui encore. Et je vois des gens, par exemple à Brive, à la foire de Brive, qui viennent de très loin. Il y en a qui sont venus de La Rochelle, qui sont venus de Vendée, de Béziers et tout ça. Et je leur dis, mais vous venez de si loin? Oui, mais monsieur, on vient exprès pour vous voir. Et ça, pour vous rencontrer. Et ça, quand même, c'est très touchant. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond qui s'est noué avec une centaine de milliers de lecteurs, quand même. Oui. Et ça, c'est important pour moi. C'est important et ça m'est c'est très touchant pour moi. Est-ce que vous n'imaginiez pas au départ quand vous avez commencé? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'espérais au départ vendre, vous savez, 20 000, 30 livres d'un livre qui c'était déjà beaucoup, hein, c'était déjà fabuleux, mais j'avais quand même toujours cette image de Bernard Clavel, de Gilbert Cesbron, qui étaient des auteurs Lafon. Donc je savais que la Maison Lafon était aussi capable de lancer un écrivain dans ces conditions aussi favorables. Donc j'avais quand même bon espoir. Et comment expliquez-vous cet engouement sur vos livres, cet engouement persistant depuis 1985? Alors c'est à la fois des gens qui restent aujourd'hui en milieu rural, mais c'est aussi énormément de personnes qui sont parties dans les grandes villes, qui ont quitté le milieu rural où ils sont nés, mais qui en gardent la nostalgie et qui voudraient bien y revenir. Ils gardent finalement la nostalgie de leur enfance, hein, et de ce qu'ils ont finalement de plus cher, hein, tout simplement. Et puis il y a un feuilleton qu'on a un peu oublié, qui a été un immense succès dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Cécilia, médecin de campagne, écrit par Gérard Cyr en 66. Oui, si, je me rappelle. Il y avait 13 épisodes de 26 minutes. C'était effectivement une jeune femme médecin, Nicole Berger, qui s'est tuée en voiture malheureusement ensuite. Et les représentants des conseils scientifiques ont confirmé, à l'époque ils passaient pas leur vie sur les plateaux, que des milliers de jeunes filles se sont identifiées à Cécilia Baudouin, première femme médecin du petit écran, et qu'elles ont eu la vocation. Oui, ça m'étonne pas. Je pense que c'est vrai. Ils ont eu la vocation, parce qu'à l'époque, la télévision, il y avait peu de chaînes, hein, Oui. et donc elle était beaucoup plus regardée qu'aujourd'hui. L'impact aujourd'hui est vraiment bien différent, minime par rapport aux 5 chaînes de l'époque. Voilà. Aujourd'hui, il y en a 200 ou 300, donc bon, c'est difficile à acquérir les gens sont difficiles à attirer sur une chaîne. Vous y arrivez, vous, Christian Signol. Bon, il y avait eu bien sûr La Rivière Espérance, mais il y a eu Les Enfants des Justes de Fabien Antonioni, qui a été un succès, parce que Antonioni, on n'imaginait pas dans un tel film. Non, lui non plus, et moi non plus. C'est venu comment, ça? Eh bien, il s'est dit, Antonioni, que c'était le metteur en scène de camping, c'est-à-dire de films un peu commencés. Ouais. Et puis, il s'est dit qu'il voulait démontrer qu'il était capable de faire autre chose. C'est-à-dire qu'il était capable de faire de la dramaturgie, finalement, à la télévision. Et donc, il a trouvé un producteur qui a acheté les droits. Et puis surtout, nous avons accepté de vendre les droits quand nous avons su que parmi les acteurs, il y aurait Gérard Lanvin, Mathilde Seigné et aussi, surtout, Philippe Torreton. Oui. Et donc, c'est vrai que ce téléfilm a eu un succès énormément, puisque le score a été de 5 100 000 téléspectateurs, ce que la deuxième chaîne n'avait pas réalisé depuis 10 ans. Voilà.
Ça n'empêche pas qu'on ne vous demande pas non plus trop d'adaptation de vos livres. Il y a eu beaucoup de mes livres qui ont été adaptés quand même à la télévision, mais je ne participe pas effectivement à l'écriture parce que, comment vous dire, ces gens-là, les producteurs ou les metteurs en scène, ils ont la plupart du temps des scénaristes à eux, qui font travailler eux-mêmes et qui sont un peu à leur solde, c'est-à-dire qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, ce que les producteurs ou les metteurs en scène veulent vraiment. Alors, insérer là-dedans un écrivain qui a des idées personnelles, c'est pas tout à fait ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Ça leur pose des problèmes. Oui, mais ça ne vous traumatise pas, vous préférez pas du tout, être chez vous à faire votre livre annuel. Oui, non, mais la sagesse, on dit plusieurs écrivains, c'est de vendre les droits quand on pense que ce sera bien, et puis de s'en tenir là, tout simplement. Et d'écrire, et on va en parler avec une autre date, le 3 novembre 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Christian Signol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Christian Signol. Donc votre livre annuel, c'est le cas en cette période de novembre, avec l'école des beaux jours chez Albin Michel. Et là encore, on avait parlé d'école tout à l'heure avec ce livre qui a été primé. Mais là, c'est l'école traditionnelle, celle de la Troisième République, celle dont on parle aujourd'hui et qui manque à beaucoup. L'école contemporaine. Oui, c'est un sujet contemporain. Absolument, mais en même temps, c'est les règles rigueur des républiques précédentes. Oui, tout à fait. Finalement, c'est le roman d'un jeune professeur des écoles qui travaille avec la maire d'un village qui combat justement depuis 10-15 ans pour garder son école vivante. Or, cette école est dans un groupement intercommunal pédagogique dispersé, ce qui implique qu'il faut qu'il y ait au moins 15 élèves chaque année pour que cette école reste vivante. Parce que l'administration a décidé que ce serait ça. Ah oui, c'est comme ça. Oui, c'est les règles de l'éducation nationale. C'est comme ça. Voilà. Et ça, vous avez découvert ces règles. Comment est née cette idée? Moi, c'est grâce, si je puis dire, à mon ami qui était maire du village, qui se battait depuis 10 ans. Et chaque fois que je le voyais, il me racontait son combat. Et puis je vous dis, du jour au lendemain, je suis passé devant cette école, plus d'élèves, plus rien. Et lui, mon ami en question, là, il a démissionné. Il est parti. Et je l'ai plus jamais revu. C'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre, parce que c'est un vrai drame pour un village, une école qui ferme. C'est comme si son cœur s'arrêtait de battre, et c'est la désolation. Tout d'un coup, c'est le silence et la désolation. Et ce qui est de plus grave encore, c'est qu'on me dit que normalement, dans l'avenir, des écoles ne fermeront plus, mais moi je connais 2 villages à la limite du Lot et de la Corrèze, qui ferment là au mois de juin prochain. Voilà, mais il y a de plus en plus d'écoles désertées, et ce que vous avez soulevé, c'est un problème national. C'est un problème national. Alors on nous a dit, le gouvernement a dit il y a 2 ans que non, on ne fermerait plus d'écoles. Mais je constate qu'il y a 2 écoles qui ferment là au mois de juin prochain. Je peux plus donner le nom des villages, mais c'est quand même curieux ça. Alors, d'un regroupement pédagogique intercommunal dispersé, ça devient un regroupement pédagogique concentré. Voilà. Ça veut dire que sur les 3 écoles qui étaient dans le pédagogique dispersé, il y en a qu'un qui survit et les 2 autres meurent. Voilà ce que ça signifie. Et ça pose des problèmes de transport notamment, de problèmes économiques pour les familles. Ça multiplie le coût du transport, puisqu'il faut aller de ces villages-là vers l'école qui a survécu. Alors ça veut dire que pour écrire ce livre, vous avez encore une fois mené une enquête, Christian Signol. J'ai mené une enquête auprès de mon ami le maire, là, et puis surtout j'ai beaucoup d'amis instituteurs. Beaucoup d'amis parce que j'ai toujours été très attiré par l'école primaire, parce que j'en ai gardé un souvenir merveilleux. Donc j'ai enquêté, mais assez facilement finalement. Puis vous savez, aujourd'hui avec Internet, tous les renseignements qu'on veut, on les a dans la minute qui suit. Et donc ça n'a pas été une grande épreuve de me documenter. Non, ce qui a été plus difficile, c'est de renouveler un peu le sujet par rapport à une si belle école de 2010. C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve des enfants différents quand même. Je pouvais pas écrire les mêmes cas d'enfants en difficulté. Il a fallu que je trouve autre chose, quoi. Donc là, j'ai un enfant Asperger. J'ai un enfant un peu génial, j'ai un autiste, j'ai un enfant malade, j'ai des enfants brillants, des enfants moins brillants. Mais c'est ça qui a été difficile pour moi, c'était de renouveler le sujet, de ce point de vue-là. Il y a des fils de paysans, des fils de forains, alors que ça n'existe plus dans les villages. Non, bien sûr que non. Enfin, ça existe encore, mais très très peu. Mais là, c'est un village d'un plateau forestier, de Haute-Corrèze. Saint-Julien. Saint-Julien qui n'existe pas. Bien sûr. Mais en réalité, je l'ai situé là, dans le plateau au-dessus c'est dans l'Haute-Corrèze, quoi, finalement. Et ça veut dire que vous avez imaginé quelque chose qui est une fiction qui est en train de devenir réalité.
Oui. En fait, j'ai transposé le drame de ce village-là, où mon ami était maire, je l'ai transposé finalement en Haute-Corrèze, tout simplement, quoi, pour pas qu'on le reconnaisse d'abord. Et puis ensuite, parce que ça me paraissait un peu plus symbolique, c'était encore un peu plus rural, vous voyez. Donc les tensions étaient encore plus vives. Et puis surtout, ça me permettait aussi d'avoir la présence d'une nature telle que je l'aime, c'est-à-dire très très présente, c'est-à-dire la forêt, les rivières et les saisons, voilà. Dont les enfants ont besoin, et en particulier en primaire. Du moins, je l'espère. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. D'ailleurs, ce professeur des écoles si jeune, peut-être considéré presque comme un écologiste pas traditionnel, mais c'est quand même un amoureux du monde naturel. C'est-à-dire que ce garçon arrive comme jeune instituteur, et avec la mère du village, il va essayer de sauver cette école. Il va essayer de la sauver, après bien des difficultés. D'ailleurs, la mère du village, Rose, a usé de tous les moyens dont elle dispose, c'est-à-dire qu'elle a recruté des restaurateurs en les logeant gratuitement. Elle a aussi recruté 2 familles dans sa petite entreprise, 2 familles qui ont des enfants. Elle assiste à toutes les réunions chaque année avec les représentants de l'éducation nationale qui réévaluent la situation chaque année, 15 élèves ou pas, etc. Elle se bat vraiment depuis 10 ans, mais bon, c'est malheureusement pas trop un combat un peu perdu d'avance, quoi. Et ce livre est d'autant plus important, Christian Signol, que finalement, l'école primaire, c'est la base de tout pour l'avenir de nos enfants. Pour moi, c'est en tout cas mon avis, pour beaucoup de monde aussi, mais malheureusement, vous savez, quand Rose dit à un moment donné, la mère du village dit, le drame, c'est que ces bâtiments si beaux qui étaient construits en granit rose, en pierre de taille de granit rose, étaient faits pour durer 1000 ans. Et aujourd'hui, ils sont déserts, il n'y a plus personne. Et ce phénomène, dans votre région, vous avez aussi du courrier disant c'est valable partout, Christian. Partout. J'étais dernièrement, justement, là, au restaurant du village dont l'école va fermer en juin prochain. Et la restauratrice, la patronne du restaurant, était complètement désespérée à cette idée de plus entendre, de voir les enfants en bas qui étaient un peu plus bas que ce restaurant-là. D'ailleurs, moi, en sortant du restaurant, je suis allé devant cette école pour revoir une dernière fois, écouter ces enfants-là, en me disant, dans 6 mois, ils seront plus là. Ouais, et c'est quand même quelque chose de très choquant, hein, de très douloureux, hein, quand on aime ces régions et quand on aime cette école-là. Et c'est encore un livre coup de poing, comme celui sur la médecine, pour essayer d'alerter les pouvoirs publics. Mais est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire, Christian Signol ? Je crains bien que non. Voilà. Je crains que non, parce que, encore une fois, ce sont des lois économiques qui nous gouvernent, quoi, et plus personne ne les maîtrise. Alors c'est pour des raisons de coût, des raisons de tout ce qu'on peut nous expliquer, mais la réalité, elle est là, hein, c'est que les écoles ferment dans des bâtiments superbes. Et ces bâtiments meurent petit à petit. Et ces bâtiments sont vides aujourd'hui. Par exemple, dans l'école qui a fermé, le village dont l'école a fermé, il n'y a plus personne dedans. Ils sont vides, complètement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Rien, on ne fait rien, ils sont vides, tout simplement. Alors les communes essayent de les réhabiliter pour les louer comme logement normaux, mais bon, comme ils n'ont plus pas les moyens de faire des travaux parce que les finances des villages sont très faibles, finalement, ces locaux si beaux, si superbes, demeurent déserts, eux aussi. Alors, il y a les locaux et il y a le désert aussi de l'orthographe, parce que là aussi, c'est un véritable souci aujourd'hui, Christian Signol. Ça, c'est un véritable souci, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de quelques années. Oui. Moi, je viens d'un temps où c'était 5 fautes 0, peut-être vous aussi. Oui, oui, c'est vrai. Mais l'orthographe a été très délaissée depuis longtemps. Alors que moi, je me souviens, hein, c'était 5 fautes, c'était 0. Hein. Oui, tout à fait. Y compris au brevet élémentaire, je pense aussi. Non, c'est pas au bac, mais au brevet, 5 fautes, c'est 0, hein, éliminatoire. Hein. Aujourd'hui, ça n'existe plus tout ça. Hein. Je pense que ça et dans votre roman, L'école des beaux jours, vous l'évoquez. Je l'évoque parce que mon professeur des écoles si jeune constate à un moment donné que c'est catastrophique, alors qu'il s'attendait à autre chose. Enfin, du moins, pas un tel état de délabrement de l'orthographe, quoi. Et donc, il essaye d'y remédier, mais c'est très difficile à ce moment-là
de reconquérir le terrain perdu. Hein. C'est très, très difficile. Et moi, je me souviens d'un livre qui avait eu son succès dans les années 60, qui s'appelait La foire au cancre de Jean Charles, avec des phrases dans le genre « l'angle droit bout à 80 degrés ». C'était les perles des élèves et on pensait que c'était une exception et que ça n'arriverait plus jamais. Et finalement... Aujourd'hui, c'est devenu chose commune. Voilà. C'est ça le tragique. Oui, c'est vrai. Ce livre qui faisait rire, aujourd'hui, ne fait plus rire. Non, il fait plus rire. Je m'en souviens très bien de Jean Charles. Et puis, Christian Signol, vous évoquez aussi en filigrane les parents, parce qu'il y a les parents qu'il faut secouer dans ces cas-là. Oui, alors il essaye de les secouer, notamment pour les parents qui ont des enfants en difficulté. Mais c'est très difficile pour des parents de reconnaître que justement des enfants ont des difficultés parce qu'ils ont l'impression d'être coupables, ces parents. Et surtout, ils n'ont pas de solution, quoi. Parce que les solutions, la plupart du temps, elles sont chez les psychologues ou les psychiatres dans les villes. Mais les villes sont loin et les parents, ils travaillent. Et donc, ce sont des problèmes supplémentaires, si vous voulez. Il faut aussi motiver les enfants qui petit à petit se laissent aller. Cela se laisse aller, mais cet instituteur, là, notre ami Nicolas, là, lui, quand même, il a vraiment la foi dans sa mission. Et il travaille beaucoup, c'est-à-dire il s'en occupe beaucoup, il va voir les parents, il les aide, il les garde après la sortie normale pendant l'heure d'études pour les faire travailler. Enfin, c'est un instituteur d'aujourd'hui, mais qui est à la fois des instituteurs d'avant, finalement. C'est-à-dire, finalement, ce Nicolas, qui est le héros de votre livre L'école des beaux jours, Christian Signal, c'est vraiment un cas d'exception aujourd'hui. Je le crains. Qui ne confirme pas la règle. Je le crains. C'est vraiment un cas d'exception, oui. Et ça ne peut pas s'arranger ? Ah, il faut toujours dire que si, ça va s'arranger, tout ça, tout ira mieux demain, allez. C'est ce qu'il faut essayer de se dire, parce que sinon, ce serait trop triste, quand même. Et quand on voit votre titre, L'école des beaux jours, on a la nostalgie de cette chanson. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout. Les frères Jacques, en sortant de l'école, de Jacques Prévert, en 46, qui était étudié dans toutes les écoles. Oui, c'est vrai. Et c'est une autre époque. C'est une autre époque, c'était bien avant la guerre, si on peut dire. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'existe plus. Non, on ne peut plus parler de choses comme ça aujourd'hui, ni enseigner quoi que ce soit de ce genre. Non, malheureusement, non. Alors, vous citez aussi dans ce livre Christian Signol Michelet, en disant qu'il a une formule qui évoque déjà le sujet au temps de Michelet. Oui, il disait à cette époque-là, c'est-à-dire au 19e, quelle est la priorité de la politique? La première, c'est l'éducation, la deuxième, c'est l'éducation, et la troisième, c'est l'éducation. Voilà. C'est ce qui se pensait à l'époque. Oui. Mais je pense que ça n'a plus cours aujourd'hui, malheureusement, quoi. Non, on est vraiment dans des sphères complètement étrangères à ce genre de philosophie de l'époque, quoi, hélas. Et si ce problème avait existé à votre époque, je crois, Christian Signol, vous n'en seriez peut-être pas là aujourd'hui, un écrivain traduit en 15 langues? Oui, mais à l'époque, c'était dans les années 60, 50, mais c'était encore, je dirais, presque des hussards. Non pas de la Troisième République, mais c'était des hussards de la Cinquième République. Oui. Mais l'école normale était la même à l'époque. Elle n'avait pas évolué comme elle a évolué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils étaient formés comme les hussards de la Troisième République. D'où le fait que leur enseignement, c'était un enseignement qui avait foi dans les enfants dont ils s'occupaient vraiment. Ils croyaient que l'éducation, c'était une chose primordiale et que pour leurs enfants, tout était possible. Et puis, sur la couverture, on voit une cour d'école avec des enfants. C'est aussi un temps qui a du mal à exister aujourd'hui. Ah bah oui, surtout dans le village dont je parle, puisque la récréation n'existe plus, puisqu'il n'y a plus d'enfants. Donc c'est tragique, cette couverture, pour moi elle est tragique, parce que je vois des enfants pendant une récréation, alors que quand je repasse devant le village, le moins possible aujourd'hui, ça me fait trop peur, il n'y a plus d'élèves dans la cour. Donc l'école des beaux jours, c'est les beaux jours passés, mais votre personnage assure que le meilleur de la vie est toujours à venir. Oui, c'est ce que j'essaye de dire dans mes romans. Oui. J'essaye toujours de conclure de cette façon, parce que alors sinon, tout serait perdu. Mais il faut pas écrire ce genre de choses. Non. Le meilleur de la vie est toujours à venir. Voilà, exactement. Ce sera notre conclusion aussi, avec ce livre L'école des beaux jours chez Albin Michel, qui, comme les précédents, je suis sûr, aura autant de succès. Je l'espère. J'en suis convaincu. Merci. Parce que le meilleur reste à venir pour vous, Christian Signol. Merci beaucoup. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.